Après l'occupation de Bunagana, rien n'est fait sur terrain. Jusque-là, on continue un peu à patauger. Il n'y a pas une politique claire pour certainement récupérer Bunagana. Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se prépare? Pas seulement Bunagana. De l'autre côté, au niveau des Kwamout, il y a encore ces conflits communautaires que le gouvernement n'arrive pas certainement à donner des pistes de solutions. Qu'est-ce qui se tramerait derrière tout ça? Jean-Baptiste Kassekwa, bienvenue. Merci, Damien. Vous êtes député national de la Commission Défense et Sécurité. Et vous êtes là aujourd'hui pour parler de l'occupation de Bunagana, pratiquement 100 jours. Jusque-là, rien n'est fait. Qu'est-ce qui serait beaucoup plus à la base de cette léthargie? La léthargie est due, à mon avis, à deux choses. La première, c'est la naïveté diplomatique du pouvoir de M. Félix. Naïveté. Bunagana a été pris par les agresseurs en date du 13 juin de cette année, sans combat, parce qu'il faudrait une enquête pour qu'on nous dise qui a donné ordre pour que les FARDC se retirent de Bunagana. Donc, 13 juin, 47 jours après le deuxième conclave des chefs d'État réunis à Nairobi, le 21 avril, dans le communiqué final de ces conclaves, il a été demandé aux groupes armés, y compris l'M23, d'observer ce cessez-le-feu, de se retirer des positions qu'ils venaient de conquérir, et que, en défaut d'obtempérer à ces résolutions des chefs d'État, la force régionale traquerait tout groupe récalcitrant. 43 jours après, l'M23 récidivé, on lui a fait cadeau de la commune rurale de Bunagana. 7 jours après, le 20 juin, le troisième conclave des chefs d'État s'est réuni à Nairobi. Il n'y a eu aucune condamnation du Rwanda, aucune condamnation du M23. Le 6 juillet, il y a eu le sommet de Luanda. Et là, on a établi une feuille de route. Au quatrième objectif de cette feuille de route de Luanda, il a été demandé à la RDC, 1, de créer les conditions favorables au retour des ex-M23 en RDC. 2, il a été demandé à la RDC de mettre à jour et d'appliquer la feuille de route de Kigali du 28 octobre 2019. Feuille de route qui, selon Claude Ibalangi, dans sa lettre du 20 novembre 2019, adressée à l'auditeur général de FARDC, demanda le retrait de mandat d'arrêt émis en 2013 contre les ex-M23. La feuille de route de Kigali, donc, du 28 octobre 2019, recommandait de donner, d'attribuer aux ex-M23 l'amnistie, la réintégration militaire et la réintégration politique. Depuis cette date, la société civile n'a cessé de dénoncer. D'ailleurs, dans son communiqué d'hier, la coordination provinciale de la société civile a lancé son cri d'alarme. Le titre de ce communiqué dit « Laissez les mains libres au FARDC pour libérer Bunagana ». Ça, c'est le communiqué final. C'est ça le communiqué de la société civile. Okay. Pourquoi la société civile demande qu'on laisse les mains libres au FARDC? C'est qu'il y a eu plusieurs démonstrations. Donc il n'y a pas de mains libres des FARDC? Non. Kinshasa il y a des injonctions. Kinshasa a choisi de privilégier ce qu'elle appelle la voie diplomatique, c'est-à-dire créer les conditions de réalisation de la fameuse feuille de route de Kigali. Et pour cela, les FARDC n'ont pas reçu ordre d'attaquer. Ce sont les M23 qui viennent attaquer. Les M23 les repoussent vaillamment. Non, les FARDC repoussent les M23 vaillamment. Mais on se pose la question, pourquoi on n'autorise pas notre armée d'en découdre jusqu'à la fin? Mais parce qu'il n'y aurait pas d'armée, il n'y aurait pas d'armement
nécessaire. Qu'on laisse d'humilier. C'est ce que la MONUSCO a soulevé. Il dit qu'aujourd'hui, s'il y a ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est que les FARDC ne sont pas mieux équipés que les M23. Je suis du Nord Kivu, j'ai l'avantage de faire des descentes sur le terrain. Je viens de Rutshuru. Qu'on cesse d'humilier les FARDC. Nous avons des militaires braves et une population brave. Il y a eu plusieurs initiatives où, en appui au FARDC, la population a conduit son armée à moins de 3 km de Bunagana. Dernièrement, en tout cas dans la nuit du 24 au 27, les FARDC sont arrivés jusque dans une montagne qu'on appelle les Kibaya. C'est à 3 km de Bunagana. 3 km. 3 km. Mais vous vous renseignez, l'armée était bon, nous n'avons pas reçu ordre d'aller jusque-là. Les M23 viennent attaquer aux alentours de Tchenguerero. Les FARDC répliquent, frappent. Et la population, la société civile dit, mais pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout? On leur dit, nous avons reçu ordre de ne pas avancer parce que le gouvernement privilégie ce qu'elle appelle l'approche diplomatique. Pendant ce temps-là, l'Ouganda expulse les réfugiés congolais. Oui, vivants. Et il y a fui Bunagana et il y a fui Jomba qui ne veulent pas vivre sous les jougs de telle agression. Toute la semaine dernière, l'armée ougandaise les a expulsés. La société civile s'est organisée avec plusieurs notabilités de Rutshuru pour envoyer des camions récupérer nos compatriotes de Bunagana à passer par Kitagoma jusqu'à Rutshuru. Mais ce que nous avons vécu hier, 2 grands bus remplis de plus de 100 Congolais quittent les camps de réfugiés pour venir à Rutshuru. L'armée ougandaise ordonne aux chauffeurs et sous escorte de l'UPDF, on amène ces 2 gros bus jusqu'à la frontière entre l'Ouganda et la RDC, la zone neutre avec Bunagana, et sous la contrainte, ces gens-là sont récupérés par les M23 pour entrer sur les territoires sous leur contrôle. Est-ce que l'Ouganda veut livrer nos compatriotes pour servir de bouclier humain à cas d'une éventuelle attaque contre les M23? Pourquoi le gouvernement congolais peut se taire devant des traitements inhumains de ce genre par le gouvernement ougandais qu'il considère comme son partenaire? Bref. Et curieusement, même ce gouvernement ferait partie des forces régionales composant l'EAC. Il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda. Le Rwanda, quand bien même il ne va pas occuper, il sera au niveau des frontières. C'est que ça suscite encore beaucoup de questions et d'interrogations. Nous devons être extrêmement vigilants au regard de l'approche choisie par l'administration Félix à faveur de ce pays de l'Est. Quel est le deal qui existe entre le Kenya et Félix? Entre l'Ouganda, le Rwanda, Burundi et Félix. Pourquoi aujourd'hui affaiblir les FARDC? Je pèse mes mots. Je viens te bénir. Je viens te béou Maniama. Toute cette semaine, en dehors de ce qui se passe à Rutshuru, il y a un carnage en silence dont personne ne parle. Au niveau des Bénis. Le week-end dernier, non, nous sommes aujourd'hui lundi, oui. De la semaine passée, dans la nuit du samedi au dimanche, à Biakato, les ADF ont égorgé 44 compatriotes, 44 Congolais. Les ADF. Les ADF. Le lundi. Dans la zone sous état de siège. Sous état de siège, ça c'est un territoire de Mambasa. Ouais. Le lundi, ils sont allés dans un autre village appelé Matolo. Je me suis entretenu avec le chef. Ils ont incendié tout le village, y compris la résidence du chef de localité. Toujours les ADF. Les ADF. Le lundi de la semaine passée. Après le carnage de Biakato. On dénombre à Matolo plus de 25 personnes tuées. Le mardi, ils sont entrés dans le village de Béou. Ça, c'est au nord Kivu. Ils ont tué. Personne n'a part. La même semaine, ils ont tué à Boulongo. C'est un secteur de Rwenzori. Personne n'a part.
Ne parlons pas aujourd'hui de la tension entre FRPI et FP Kairumu. C'est invivable, la population fuit. La tension qui sévit en ville de Bunia, où même un groupe armé a son état-major dans un des quartiers de la ville de Bunia, là où résident les gouverneurs militaires de l'Ituri. La résidence d'un député national a été attaquée à moins de 800 mètres du bureau du gouverneur militaire cette nuit. À Djougou, au cours de la semaine qui se passe ici, il y a eu tuerie dans le village de Lojo. On a dénombré au moins 17 personnes tuées le même jour, mais la société civile dit que le dénombrement est vers 40 personnes tuées. C'est un chaos général. Pendant ce temps-là, Félix affiche une naïveté vis-à-vis des pays agresseurs. Pour lui, c'est l'approche diplomatique. Alors pourquoi j'ai dit on affaiblit délibérément les FARDC? D'abord, un problème d'effectif très très insignifiant. Pourtant, Félix, depuis longtemps, depuis le mois de juin de l'année passée, lui-même, il a dénoncé la magouille entretenue autour des effectifs. Là où on dit que l'on paye 1200 éléments, l'argent sort du trésor public pour 1200, mais on n'a même pas 200 militaires. À Béoumanyama, vous trouvez difficilement 20 militaires. Dans tous ces villages ici, il y a un triangle, ce que l'on appelle actuellement le triangle de la mort. Donc il n'y a pas des effectifs conséquents. Il n'y en a pas. Voyez, prenez le triangle Eringeti, Komanda, Komanda, Mambasa, Mambasa à Beni. Toute cette forêt-là, les ADF circulent à mètres. Librement. Ils tuent, ils incendient. Ils ont même hissé un drapeau dans 13 villages. La société civile de Mambasa a alerté. Personne ne réagit. Bref, pourtant, les militaires que moi j'ai rencontrés, ils vous disent, nous avons battu ces ADF à telle date. Mais nous avons été à court de munitions. Vous pouvez vous imaginer que les militaires doivent se distribuer des munitions, des cartouches à comptant parce que ces cartouches sont en nombre insuffisant. Donc, non seulement l'effectif n'est pas là, la logistique est absente. Nous n'avons cessé de dénoncer ça. À Béoumanyama, lors de l'attaque, il y a eu une attaque antérieure à la frontière entre l'Ituri et le Nord Kivu. Dans la nuit du 28 au 31 mai, les ADF ont égorgé plus de 56 compatriotes. 56 Congolais. Ce sont des chiffres qui font froid au dos. Pour Kinshasa, ces chiffres sont enregistrés au compte 64. Charges et pertes diverses. Le gouvernement est dans le bruit. Ces compatriotes-là ne comptent pas. Alors, j'étais là pendant les vacances parlementaires avec un collègue député, Mathieu Elil Teowicha. On nous fait savoir que ces gens-là, les ADF, ont même déployé un drone. Un drone? Oui. J'ai eu des renseignements. Les militaires FARDC ont récupéré un bastion près de Oicha. Oicha, c'est le chef-lieu du territoire. Et les ADF en fuite, ils ont laissé un appareil chargé d'intercepter les communications téléphoniques par Motorola. Donc, les ADF se dotent d'équipements. Mais les FARDC sont délaissés, sont abandonnés. Les ADF se dotent de drones, mais des régiments FARDC sont abandonnés. Même le Jeep pour le déplacement des unités des commandants abandonnés. Donc, on dirait que l'administration Félix a choisi de livrer délibérément les Touris, les Nord Kivu. Le Sud Kivu, la situation est pareille, ce qui se passe à Minembwe. Voilà pourquoi j'interpelle toute l'opinion publique congolaise. Pendant que nous dormons ici, le pays est en danger. Le pays est exposé. Vous avez suivi ce qui s'est passé dans la nuit du 9 au 10 août à Butembo. Une très grande ville. Les présumés ADF sont venus la nuit. Jusque dans le quartier résidentiel, là où nous avons la base de la MONUSCO.
la mairie de Butembo, la justice, toutes les institutions, le quartier général de la PNC, des FARDC et la prison centrale, les présumés Altef ont cassé les portes de la prison de 2 heures à 3 heures. Ils ont installé un groupe électrogène, ils ont coupé les portails avec une machine. Il y avait 3 jeeps qui faisaient la patrouille dans la ville. De la police, les 3 jeeps ont disparu. Ces gens-là ont amené 822 détenus. Ils les ont alignés en file jusqu'au centre-ville. Ils ont tenu un speech avec eux. Ils sont passés, traversé la ville de plus de 10 km, en train de piller dans des boutiques, emporter des vaches. Jusqu'à 5 heures, ils ont commencé à cuire de quoi manger dans les périphéries de la ville de Butembo. Sans être inquiétés. Par personne. La population révoltée est allée vers les FARDC. Les FARDC disent, nous n'avons pas reçu l'ordre d'intervenir. Je pose la question. Qui doit donner cet ordre-là? Au gouverneur, nous sommes en plein état de siège. Oui. À Nuturi comme au Nord Kivu. Qui a refusé de donner l'ordre pour que les Altef viennent recruter des forces? Tous ces détenus, 822. Est-ce que vous avez eu aussi à interpeller le ministre parce que vous êtes de la commission de défense et sécurité? Nous allons à rentrée parlementaire. Oui. En tout cas, la première des choses, le ministre de la Défense, accompagné du gouverneur militaire du Nord Kivu, du maire de ville de Butembo, de tous les 4 bourgmestres policiers de Butembo, doivent venir devant l'Assemblée nationale nous expliquer pourquoi ils se sont montrés complices de cette action de recrutement forcé des ADF qui a emporté 822 détenus. Heureusement que la population de la chefferie de Bachou a pu libérer 150 détenus et les a ramenés entre les mains de la police. De même, le ministre de l'Intérieur doit être interpellé au cours de cette session pour nous expliquer à quoi est dû le chaos qui est délibérément entretenu en Ituri, parce que si nous ne faisons pas garde, Bunia et tout l'Ituri, quand je vois la situation à Mambasa, à Irumu, à Djougou et dans la ville de Bunia, l'Ituri retourne dans la situation d'avant l'opération Artemis. À qui profite ce chaos? Est-ce que Félix voulait exclure l'Ituri et le Nord Kivu des élections? Est-ce que c'est un plan délibéré? Parce que ce que nous vivons maintenant dans cette province se déclenche également dans le Kwango avec la situation à Kwamout, effectivement. Est-ce que finalement on joue les Gorbatchev pour faire imploser la RDC? Est-ce que nous croisons les bras pour laisser ce pouvoir détruire notre héritage commun? Donc, j'invite toute la population, la société civile et principalement mes collègues députés nationaux qu'on cesse de se montrer complaisants. Ce n'est pas parce que le ministre de la Défense ou de l'Intérieur est de l'Union sacrée qu'il faille être protégé alors qu'il s'appelle un gouvernement de warriors, mais le pays est en implosion pendant qu'ils sont là. Donc, au cours de cette session qui commence le 15, ces gens-là doivent être interpellés. De même, le ministre des Affaires étrangères. Nous avons compté plus de 41 personnes tuées dans des manifestations anti-MONUSCO. Ces personnes-là n'ont pas été tuées par les FARDC, ni par la police. C'est quoi la responsabilité du ministre des Affaires étrangères? La population du Nord Kivu, tout comme celle de l'Ituri, a réclamé depuis longtemps que l'on dote les FARDC des moyens suffisants, que toutes les troupes étrangères, les contingents népalais, les contingents indiens soient retirés de la zone Est. Pourquoi le ministre des Affaires étrangères n'écrit pas simplement une lettre pour dire le 4 mai 2000, c'est Feu Hérodia, alors ministre des Affaires étrangères, qui avait signé avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies l'accord de siège. 22 ans après, la population présente des griefs irréfutables de cette situation de la mise sous tutelle de la RDC, de cette situation de sous-traiter la sécurité. Nous nous retirons de cet accord de siège. Donc, il faut que le ministre des Affaires étrangères puisse faire tout pour
que la RDC saisir se retire. le Conseil de sécurité pour Oui. dire, eh bien, 22 ans après, nous pensons qu'il faut changer de formule. Si réellement la communauté internationale veut aider la RDC, les 1 milliard alloués à la MONUSCO chaque année, eh bien, qu'on nous ajoute ça au budget de la défense. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez vous débarrasser de la MONUSCO, alors vous faites appel à la communauté sous-régionale, EAC. Cette communauté-là, nous n'en voulons pas. C'est l'Ouganda qui est le principal agresseur. C'est le Rwanda. Félix nous dit très ici pour nous dire le Rwanda va rester à la frontière. Mais des frontières poreuses. Qui va contrôler l'entrée du Rwanda? Qui va se rassurer que ces militaires-là, rwandais, n'entrent pas? Nous connaissons les affinités entre l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, l'armée sud-soudanaise. Tous ces militaires-là ont été formés par l'Ouganda. Qu'est-ce qui nous dit que les Rwandais ne vont pas venir sous la tenue des militaires kenyans? Donc la force sous-régionale ne va rien résoudre. Les Burundais étaient toujours au sud Kivu. Oui. En fait, la force sous-régionale, c'est quoi? Félix autorise à chaque armée de ce pays-là de venir se battre contre sa propre rébellion sur notre sol. Nous allons revivre ce que l'armée rwandaise a fait en 2009 dans la fameuse opération Umoja Wetu. Ils ont infiltré, n'est-ce pas, le territoire congolais. Ils ont organisé un spectacle de retrait de leurs militaires. Une année après, lorsque l'M23 est apparu, 3 ans après d'ailleurs, nous avons vu qu'un bataillon de l'armée rwandaise était resté à Rutshuru. Combien de FDLR ont-ils neutralisé? Donc on autorise aujourd'hui au Burundi de venir traquer les rebelles Tabara au sud Kivu. On autorise au sud-soudanais de venir traquer les Mbororo et autres dans les Hauts-Touélé, les Bas-Ouélé. Est-ce que l'armée congolaise, si elle est dotée de moyens suffisants, avec l'appui de la population, s'il aura cours à un recrutement de crise, comme la commission de défense l'avait déjà proposé depuis le mois de septembre, jusqu'à ce jour, si Félix était de bonne foi, il aurait saisi cette occasion-là, faire un recrutement de crise. Au bout de 6 mois, on aurait peut-être 50 000, 100 000 militaires, avec l'appui de la population suffisamment motivée de toute la partie Est. Eh bien, nous n'aurions pas besoin de venir sous-traiter à nouveau notre sécurité. Qui va prendre en charge le coût de ces opérations? Est-ce que le budget du Burundi... Chaque État va prendre le coût Mais des nous opérations. connaissons Le Burundi prendra on ses veut simplement responsabilités. autoriser à chaque pays d'aller exploiter les ressources naturelles du Congo dans la zone de son déploiement. Les Burundais se payent par l'exploitation de ce qu'ils vont trouver au sud Kivu, et ainsi de suite. C'est de cette manière que nous allons laisser Tshisekedi brader la souveraineté de notre pays. Donc, il est temps que l'on se mobilise. De la même manière que nous nous sommes levés en 2004 contre l'évasion de Bukavu, en 2012 contre l'évasion de Goma. J'alerte l'opinion nationale congolaise. Le mal, c'est que l'opinion quinoise et toute la partie ouest de la RDC ne se réveille que tardivement. Que lorsque le Rwanda prend Goma, que lorsque le Rwanda prend Bukavu. Mais alors que à Djougou, on a tué 40 personnes. À Biakato, on a tué 44 plus 25. À Beoumaniam, on a tué 56. Bunagana est sous occupation. Les élèves et Yafoui Bunagana, Jomba, n'ont pas commencé les cours jusqu'à ce jour à Rutshuru. Et Kwamut aussi. Kwamut, même chose. Et nous faisons comme si de rien n'était. Les dangers devant nous. Voilà. Si nous ne nous mobilisons pas, eh bien, nous n'aurons plus de pays. Nous allons nous retrouver dans la situation des Rwandais qui ont été chassés de leur territoire, de leur Rwanda natal en 1994, et ils se retrouvent aujourd'hui sur le sol congolais. Et malheureusement, en complicité avec ce même pouvoir qui les a fait fuir, aujourd'hui se transforme en bourreau contre les Congolais. Et notre gouvernement joue à la naïveté diplomatique pour nous amener dans un schéma d'Afrique de l'Est, de laquelle nous n'allons rien tirer. Bien au contraire, c'est la communauté des agresseurs, alors que la solution se retrouve dans le renforcement des FARDC, dans le renforcement du mariage entre l'armée, la police
et la population, bien entendu, avec une justice qui sanctionne tous ces complices que nous avons continué à dénoncer, qui sont dans l'armée. La population a fait des rapports, le député a fait des rapports, et Kinshasa fait comme si rien n'était, parce que comme disait quelqu'un, c'est à plus de 2000 km, mais l'affaire peut bien commencer à Uvira et à 7 mois atteindre Kinshasa. Donc, cette affaire mérite d'être prise au sérieux. Effectivement. Pour que Bunagana soit libéré. Oui. À plus de Bunagana, vous savez que la semaine passée, dans la ville de Goma, le siège du gouverneur de l'état de siège, au moins 5 personnes ont été tuées. Pourquoi? La criminalité monte à flèche. À Goma. Nous avons un maire de ville de l'état de siège, qui est militaire, deux bourgmestres de l'état de siège, nous avons le gouverneur lui-même. L'état de siège n'a plus sa raison d'être parce que c'est simplement un régime d'enrichissement illicite, un régime de pillage. Les autorités de l'état de siège disent il est temps que l'on redonne le pouvoir à l'administration civile, qu'on libère la population pour qu'elle participe à sa propre sécurité et à la gestion de ces provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Merci beaucoup Jean-Baptiste Kasekwa, surtout de votre passage, pour toutes ces alertes certainement lancées. Et nous espérons que les autorités congolaises ont pris cette question avec beaucoup plus de sérieux. Nous allons parler cette fois-ci de pénurie de carburant. Richard Kamikalele, tout de suite.